Bonjour les sublimes parents. Alors récemment, j'ai lu la nouvelle L'adolescence est un cactus de Mélanie Seyssambach et je lui ai demandé de l'enregistrer en vidéo parce que c'est une vidéo poignante sur le ressenti d'une petite fille confrontée au harcèlement et qui n'ose pas parler et finalement arrive quand même à en parler. Et c'est parce qu'elle a commencé à pouvoir en parler que petit à petit, elle a pu trouver des solutions et qu'elle est maintenant sortie de cette période très difficile. Alors, comment faire pour aider nos enfants à sortir du harcèlement? Comment faire déjà pour qu'ils fassent le tout premier pas, qui est de nous mettre au courant, de partager avec nous toute cette souffrance, toute cette difficulté? Comment faire en sorte qu'ils nous fassent suffisamment confiance pour qu'on puisse les aider dans ces moments qui sont si difficiles? En fait, il faut peut-être déjà comprendre pourquoi le harcèlement continue à marcher. Parce qu'après tout, c'est juste une interaction et ça pourrait peut-être s'arrêter rapidement si on gérait ça différemment. En fait, ça marche essentiellement auprès des adolescents parce qu'on est dans une période de la vie où la transgression est effectivement très, très, très attrayante. Et quand on harcèle, c'est-à-dire quand on allie à la fois la bêtise et la méchanceté, on est forcément dans la transgression du modèle de référence de l'école qui est de respect, de bienveillance et de solidarité entre les enfants. Donc forcément, ça va attirer l'attention des adultes et c'est un très bon moyen de ce fait d'être tout à fait populaire puisque vis-à-vis de ses pairs, puisqu'on arrive à capter l'attention et à transgresser les règles, donc à montrer qu'on bat le système et qu'on est très fort. Donc on s'attire la popularité et la reconnaissance de ses pairs. Et on a tout intérêt à continuer pour pouvoir rester le point de référence et d'admiration du groupe, puisqu'à cet âge-là, le groupe est particulièrement important. Donc ça, c'est du côté de celui qui va être le bourreau ou le harceleur ou la personne qui fait preuve de méchanceté. Mais ça marche aussi, parce qu'il y a des adolescents ou des enfants plus jeunes qui vont se mettre dans une position qui sera plus vulnérable. Et donc, ils vont se mettre en position d'infériorité et laisser faire quelqu'un qui va se mettre dans une position de supériorité. Et plus l'écart sera grand, plus la méchanceté va augmenter et plus on arrive dans un cercle vicieux. Alors, ce sont des mécanismes qui se mettent en place de façon un peu inconsciente. Hein. Évidemment, la victime de harcèlement ne cherche pas à ce que ça se produise. Mais le fait que cet enfant se mette dans une position de vulnérabilité fait que ça attire et ça génère des comportements qui mettent en scène le fait qu'il y a une fragilité et que ça va donc être facile pour quelqu'un d'un peu agressif de se mettre en position supérieure. Et c'est là qu'est le danger. Le danger, il est grand parce que ça crée un cercle vicieux. Plus la personne agresseur se rend compte qu'elle peut être en position dominante, plus elle va en renchérir. Et donc, la violence va devenir de plus en plus violente, la méchanceté gratuite de plus en plus gratuite, passer de l'aspect privé, individuel à un effet de troupe. Et donc, on a deux effets pervers qui vont être l'un vis-à-vis de la victime, qu'elle s'approprie cette violence et qu'elle la retourne contre elle. Donc ça va diminuer sa confiance en elle et puis on peut arriver jusqu'à des gestes où finalement on va jusqu'au suicide, la mutilation, la perte terrible de confiance en soi et, et le mutisme complètement paralysant. Ça c'est vraiment quand on est dans l'ordre de repli sur soi. Ou alors, ça peut être de la propagation de la violence où on a finalement les adultes qui interviennent, qui veulent casser la gueule aux adultes de l'autre côté, et puis on a la police, et puis ci, et puis ça, et les groupes d'enfants se prennent parti les uns pour les autres, et donc on arrive à finalement quelque chose qui était une difficulté relationnelle qui devient du harcèlement et qui devient de la violence orchestrée à grande échelle et qu'on a beaucoup, beaucoup de mal évidemment à arrêter. Pour autant, il existe des solutions et c'est bien pour ça qu'on en parle aujourd'hui. La toute première, évidemment, c'est de prévenir toute occurrence. Donc prévenir, ça veut dire éduquer nos enfants pour qu'ils puissent
déceler les signes de méchanceté, de malveillance au moment où ils sont encore émergents et qu'ils y mettent un terme, ou qu'ils les dénoncent, ou qu'ils les soulignent pour que effectivement ça s'arrête et que ça ne devienne pas quelque chose de plus en plus grand. La deuxième chose, c'est de montrer à nos enfants qu'ils ont les ressources en eux-mêmes pour pouvoir combattre et pour pouvoir se défendre dans une situation de méchanceté, de malveillance, de façon à ce qu'ils soient équipés, qu'ils aient confiance en eux et qu'au lieu de se mettre par défaut dans une position de vulnérabilité, ils arrivent petit à petit à se mettre systématiquement au même niveau que leur potentiel agresseur, voire peut-être prendre l'ascendant, auquel cas il n'y a plus de harcèlement parce que le harceleur ne peut pas rester dans cette position dominante, ça n'a plus aucun intérêt de harceler et donc on arrête. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir aider nos enfants dans la prévention. Maintenant, si les enfants qui sont victimes de ces souffrances n'en parlent pas, c'est souvent qu'ils ont l'impression qu'il n'y a aucune situation, il n'y a aucun moyen de pouvoir trouver des solutions. Si eux n'y arrivent pas, ils imaginent que personne ne pourra y arriver. Et donc, ce qui peut vraiment aider en termes de prévention, c'est justement de montrer des situations où les enfants ont réussi à s'en sortir. Donc, témoigner qu'il y a des moyens d'oser en parler, il y a des solutions professionnelles qui existent, et il y a des façons de faire qui vont être utiles non seulement pour un cas de harcèlement, mais pour toute la vie, chaque fois qu'on se retrouve confronté à la malveillance ou avec des difficultés relationnelles qui peuvent arriver à tout un chacun et à n'importe quel âge. Donc, je vous ai préparé un petit guide dans lequel vous trouverez des pistes pour cette prévention. Alors, on peut soit partager les techniques de succès des enfants, comme l'a fait Mélanie dans sa superbe nouvelle d'une petite fille qui a réussi à oser parler. On peut partager des techniques de professionnels et je vous invite là à aller consulter la vidéo qui est aussi en description de cette vidéo de Emmanuel Piquet qui parle de tout son travail de défense de la confiance en soi des enfants pour qu'ils puissent résister et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Je me défends contre le harcèlement » qu'on peut vraiment lire avec nos enfants s'ils sont un peu petits et leur expliquer. Et puis, c'est aussi créer des habitudes qui soient avec des moments privilégiés où on peut se confier. Alors, ça veut dire créer un climat d'écoute, un climat de confiance. C'est pas tout à fait évident et spontané, donc c'est pour ça que vous trouverez dans les liens sous la vidéo aussi la formation à l'éducation bienveillante avec un chapitre qui est un module entièrement dédié à ça. Mais ça peut aussi être finalement avoir recours à l'écrit et donc aider les enfants à prendre l'habitude que quand on a quelque chose de très difficile à dire, eh ben, on a une petite lettre et qu'on la met sous l'oreiller des parents. Et pourquoi pas prendre cette façon-là de s'exprimer. Alors, je vous invite à participer aux ateliers de Mélanie de Wakatanka, où elle peut vous aider à façonner tout ça et à créer des habitudes, aussi bien en tant que parent, et puis petit à petit montrer aux enfants comment ça marche, parce que c'est un vecteur très très puissant qui permet de se confier, de prendre de la distance, et puis après, petit à petit, d'oser en parler quand vraiment on a besoin d'intervenir. Donc ça, c'était pour la prévention. Maintenant, quand ça arrive et qu'on est confronté au problème, évidemment, c'est un petit peu trop tard. Alors là, il y a quand même des moyens d'y arriver et de faire en sorte que ça s'arrête. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter en imaginant qu'on va faire changer l'autre personne. On ne va pas changer l'agresseur parce que plus on insiste pour faire changer l'agresseur, plus il va résister et du coup, on va empirer la situation et on va avoir la violence qui escalade. Et donc, on part de beaucoup d'une très bonne intention, mais finalement, ça va être tout à fait contre-productif. Donc là, on est plutôt obligé de non pas faire changer l'autre personne, mais de faire changer la nature de la relation, et en particulier la façon dont chacun est positionné vis-à-vis de l'autre. Et donc, je vous ai dit précédemment que lorsqu'on était dans une situation de harcèlement, on a un grand décalage avec l'agresseur qui est en position haute et l'agressé ou la victime qui se retrouve en position vulnérable, en position basse.
Et donc, plutôt que d'essayer de faire changer ou raisonner l'agresseur, qui de toute façon ne le fera pas parce que spontanément, sa position haute, elle lui apporte un bénéfice extraordinaire qui est d'être populaire auprès de ses pairs. Et à l'âge de l'adolescence, être intégré dans un groupe et reconnu comme tel, c'est particulièrement précieux. Donc, pour rien au monde, il va chercher à abandonner cela. En revanche, celui ou celle qui est en position vulnérable, on peut l'aider à remonter sa confiance en elle ou en lui et à l'aider à se retrouver ici, voire là. Et quand on est aussi en position haute, dans ce cas-là, la maltraitance s'arrête et la malveillance s'arrête puisque finalement, on n'est plus reconnu par ses pairs comme la référence, mais au contraire comme quelqu'un de ridicule qui a réussi à se faire humilier. Donc forcément, tout s'arrête. Alors comment on en arrive à ça? D'abord, il faut que l'enfant se confie, d'où le fait d'avoir ces éléments de prévention qui sont super importants et qui permettront d'aller plus facilement avec un processus plus souple et plus naturel dans le partage d'informations. Et puis après, il faut passer par 3 étapes. La première, c'est observer. Donc là, c'est vraiment qu'est-ce qui s'est vraiment passé, quels sont les faits. Alors, comprendre les émotions de l'enfant, c'est super important, mais comprendre aussi quels sont les faits, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui s'est vraiment produit, et puis comprendre ce dont l'enfant a besoin, et imaginer aussi ce dont l'autre personne a besoin. Parce que quand on se met dans la peau de l'autre personne, on peut déjà commencer à comprendre quels sont les leviers d'action, en particulier les leviers psychologiques, et casser le cercle vicieux. Alors, une fois qu'on a bien compris quels sont les faits, la deuxième étape, c'est d'analyser le processus, de comprendre qu'est-ce qui déclenche, qu'est-ce qui se répète, qu'est-ce qui fait que quand on est en position, ou quand on arrive dans la cour d'école et qu'on cherche à se cacher, ça déclenche une réaction. Parce que là, on a adopté un comportement fuyant, d'évitement, qui fait qu'on donne un signal à notre agresseur qu'on se met spontanément dans une position inférieure. Et donc là, par exemple, on déclenche, mais tout à fait involontairement, ce genre d'appel à l'agression et à la méchanceté. Donc repérer quels sont tous ces comportements et comment ça enchaîne et ça déclenche un cercle vicieux. Et une fois qu'on a compris ça, sans jugement et vraiment en soutenant l'enfant, mais pour l'aider à comprendre, plus que de toute façon à le condamner. C'est vraiment pas l'idée. L'idée, c'est que l'enfant comprenne qu'il est partie prenante de ce processus et que justement en changeant cette position, en étant toujours partie prenante de lui-même, il va réussir à pouvoir influer sur la situation et faire en sorte que ça s'arrête. Et donc la dernière étape, ça s'appelle les flèches dans l'école de Palo Alto, et ça consiste en fait à rediriger complètement l'agression, à être exactement là où on ne s'attend pas. C'est-à-dire, si Kevin est celui qui est tout le temps à casser les pieds à cette petite fille, eh ben, essayez de voir si peut-être, au lieu de prendre ça comme une agression, on imagine que ça vient aussi du fait que cette personne est très amoureuse. Alors, lui dire en public, souvent, l'agression, c'est parce qu'on ne sait pas bien s'exprimer et qu'on est fou amoureux. Alors, es-tu fou amoureux de moi? C'est pas toujours facile, mais le rôle des parents, ça va être justement là, ou d'un autre adulte d'ailleurs, ça va être justement là d'aider cette petite fille à prendre confiance en elle et à oser dire ça. Parce que évidemment, ça provoque une réaction chez l'autre qui est complètement décalée et l'agression va devoir changer complètement de nature et souvent elle se dissout et elle s'arrête là. Et donc les relations s'améliorent, ils ne deviendront pas nécessairement les meilleurs amis du monde, mais en tout état de cause, si on peut arrêter cette méchanceté et qu'on se tolère sans se nuire, c'est déjà un grand pas. Alors, je vous ai mis ces détails des étapes dans le guide que vous pouvez télécharger sous la vidéo. Évidemment, c'est juste
une première étape qui permet la réflexion. Maintenant, une fois qu'on a cette réflexion, c'est important en tant que parent de prendre du recul, de chercher comment aider son enfant au mieux. Chaque situation est différente. Alors, je vous invite soit à aller explorer la voie de l'écrit, comme vous pouvez le faire avec les ateliers de Mélanie de Wakatanka, ou alors de regarder avec moi pour Sublime Parent, pour le coaching parental et voir plus en détail comment on peut aider votre enfant à la fois à se confier et à rebooster sa confiance en lui pour qu'il puisse à ce moment-là réagir, se défendre et qu'on mette un terme à ce genre de pratiques particulièrement nocives pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à télécharger, le lien est juste en dessous de la vidéo. À très bientôt!